puis il y a eu le meilleur, il y a eu le dévouement, toutes ces infirmières en retraite qui spontanément sont revenues offrir leur service, ces solidarités entre voisins, ces échanges d'une fenêtre à l'autre dans les rues, même des échanges musicaux. Il y a eu, en tout cas dans le premier confinement, une prise de conscience de ce à quoi nous tenons vraiment, c'est-à-dire ce lien social, cet échange humain, artistique, cette joie de faire plaisir à l'autre et de lui venir en aide. Bonjour Didier Van Covelart, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Vous êtes écrivain, prix Goncourt en 1994 et vous publiez un nouveau roman qui s'appelle L'inconnu du 17 mars aux éditions Albin Michel. Alors, avant de parler du livre, une première question. Certains écrivains ou essayistes ont expliqué qu'ils n'avaient pas réussi à travailler pendant le confinement, souvent parce qu'ils étaient un peu abasourdis par l'épreuve qu'était en train de traverser la France. Et vous, au contraire, vous avez commencé à écrire ce livre la veille du confinement. Est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse du roman ? Alors d'abord, c'était une évidence. Moi, j'ai besoin de reprendre le pouvoir sur les événements avec mes armes, qui sont les mots, l'imaginaire, l'humour, l'émotion, le contre-pied. Et là, plus que jamais, c'était une nécessité vitale pour moi et pour mes lecteurs, parce que mes livres, c'est toujours un dialogue que je commence, évidemment, tout seul, mais toujours en pensant à la manière dont mon lecteur, ma lectrice vont construire l'idée, vont cheminer avec moi à partir des situations que je leur propose. Et j'avais vraiment besoin de donner des anticorps aux gens par rapport à cette période. Et j'avais besoin moi-même. C'est vrai que j'ai entendu dire, ce qui m'a surpris, que beaucoup de consoeurs et de confrères étaient, vous disiez, un peu abasourdis, un peu en état de sidération. Mais à ce moment-là, les raisons pour lesquelles on écrit dans la vie, me semble-t-il, doivent être au contraire mobilisées pour se nourrir de cette période, de cette épreuve, et en faire quelque chose, et le transmettre aux autres. Alors, l'histoire commence par une situation un petit peu paradoxale. Votre narrateur, c'est un sans-abri qui est installé sur une bouche d'aération à la mode Piquet à Paris. Et pour lui, le confinement ne va absolument rien changer. Donc on est dans sa tête et on voit qu'il décrit avec un peu de détachement et même parfois avec une certaine ironie la panique qui s'empare des gens, les gens qui se précipitent dans les magasins pour faire des réserves. Pourquoi vous avez choisi un SDF comme personnage principal ? Justement pour ce décalage. Parce qu'évidemment, lui devient, dans le regard des autres, une sorte de privilégié paradoxal. Parce que, d'abord, rien ne va fondamentalement changer pour lui. Apparemment, il a le droit de rester dehors, c'est une sorte de droit du sol, quoi. Et puis, il n'a rien à perdre. Quand il voit passer les gens qui se hâtent d'aller se calfeutrer avec leur stock de pâtes et de papier toilette, il leur dit bon courage, avec un air à la fois narquois et sincère. Et puis, il sent que le regard des autres a changé. Il y a ceux qui se demandent brièvement ce qu'il va devenir, mais bon, qui n'ont pas le temps de s'attarder sur les problèmes des autres. Et puis voilà, cet homme a eu aussi une histoire avant qui est la raison pour laquelle il se trouve là. Et il était prof de lettres et il a été victime d'une injustice terrible parce que devant une provocation d'une islamiste de ses élèves, sa main est partie toute seule et là il a été sanctionné, il a été lapidé par les réseaux sociaux et lâché par l'éducation nationale qui voulait le mettre en disponibilité le temps que ça se calme. Il l'a mal pris, il a démissionné. De dégringolade en dégringolade, et a divorcé, plus les moyens d'avoir un loyer. Bon, il s'est retrouvé, comme beaucoup de gens, et malheureusement de plus en plus, sur le carreau, sur le trottoir. Mais là, il a recréé sa bulle d'identité. C'est quelqu'un qui a un contact humain fort avec les gens, qui est sympathique, qui est pédagogue aussi, et ce qui fait qu'il est nourri en restant de poulet par l'auberge voisine, en grand cru bouchonné rapporté par les clients, c'est le caviste qui le fournit, et en livre par le bouquiniste d'à côté, et quand le confinement est décrété, il est en train de lire
les mémoires d'outre-tombe, autre décalage, si vous voulez. Cet homme a recréé ce qui compte pour lui dans la vie, c'est-à-dire le lien humain, l'échange et la bulle d'isolation que permet la lecture. Jusqu'au moment où il voit arriver quand même la brigade sanitaire là, qui vient contrôler la température des sans-abri dans l'idée d'isoler les plus de 37,5. Et là, quand même, comme il se sent un petit peu fébrile d'anxiété, il feint de se diriger vers le Champ de Mars pour faire un jogging. Et là, il est renversé par une voiture et va commencer la plus belle aventure de sa vie. Au moment où tout se referme pour les gens, lui, tout va se rouvrir. Alors, je vais y venir juste après, mais déjà de manière générale, pour ce personnage-là, mais pour vos autres personnages de roman, quand vous créez ces personnages, pour qu'ils soient à la fois crédibles, en même temps complexes, véritablement humains, est-ce que vous vous inspirez de vous-même? Est-ce que vous mettez un peu de vous-même dedans? Ou est-ce que vous décrivez aussi des gens que vous connaissez? Ou est-ce qu'ils sortent tout simplement de votre tête? Alors, c'est un peu tout ça. Mais disons que, à chaque fois en tout cas, je me projette dans ces gens. C'est-à-dire que, non pas pour faire une surimpression, pour exister à travers eux, mais pour essayer de les comprendre de l'intérieur, pour me mettre dans la situation où ils sont et me dire, avec leur psychologie, leur niveau intellectuel, social, affectif, comme ça, comment ils réagiraient à telle situation. Donc, d'une certaine manière, je me crée des rallonges. Moi, j'écris depuis que je suis enfant pour ne pas être résumable à moi-même, pour essayer de comprendre les autres de l'intérieur, pour me projeter dans d'autres destins très éloignés de moi, d'autres tranches d'âge, d'autres niveaux sociaux, d'autres aventures humaines, de manière ou animale ou végétale. Il m'est arrivé de me mettre à la place d'un arbre et de mettre à la place d'un chien. Tout ça, pour moi, c'est ce qui renforce ce qu'on appelle un être humain, c'est-à-dire la capacité de se sentir relié à tout et de donner la parole à toutes ces sources d'affectivité différentes. Et un journaliste vous a un jour qualifié de romancier de la reconstruction. Je crois que vous avez validé cette formule. Oui, elle n'est pas de moi, mais je l'ai trouvée. C'est vrai que d'une manière générale, je préfère montrer comment les gens, à partir d'une épreuve, d'une cassure, d'une trahison, d'un accident, quel qu'il soit, ou d'une rencontre qui les change de dimension, vont se reconstruire. Plutôt que... J'aime bien les prendre au fond du gouffre au départ et voir comment ils vont en jaillir. C'est plutôt le contraire qui est traité en littérature de nos jours, donc pas besoin que je rajoute ma voix à celle des autres. Et puis c'est plus facile de raconter la perte des illusions, la déchéance, tout ça, que le contraire. Là, je parle des moyens littéraires et tout ça, donc comme je suis l'ennemi de la facilité, évidemment ça me stimule toujours de me dire, mais c'est pas une volonté, donc c'est pas un cahier des charges. J'écris pas pour peindre en rose les événements, au contraire. Je pense que la vraie reconstruction passe aussi par une hyper-lucidité qui va faire ressortir le côté dramatique, scandaleux, ou drôle, ou ironique des choses. Tout marche en même temps pour moi, dans cette forme d'acuité nécessaire pour se reconstruire. Alors, avant l'épisode dont vous parlez, votre héros qui se fait renverser par une voiture, les premières pages du livre lors desquelles il se trouve sur sa bouche d'aération on est dans sa tête et elles sont très critiques envers la manière dont notre société a géré le virus dès les premiers instants. Alors, il y a quelque chose qui fait sourire votre narrateur, donc je le cite. Le robot ménager qui nous servait de président avait annoncé d'un ton gaulien qu'il déclarait la guerre au virus. Et ensuite, il ajoute « Mobilisation générale à domicile, on avait envoyé nos aïeux se faire oxyre loin de chez eux. Aujourd'hui, on casernait les citoyens sur leur canapé. » Le mot « guerre » qui a été employé par Emmanuel Macron dès le début ne vous a pas semblé approprié pour décrire ce qui allait se passer ? Pas du tout, il m'a semblé très dangereux et la suite n'a fait que confirmer ce que je pensais. C'est-à-dire qu'on commence par cette terminologie-là
Et puis, qui fait plein de petits, couvre-feu, etc., autorisation dérogatoire, et puis état d'urgence, et, et on en arrive à un système de privation de liberté, à un système qui se présente comme naturel et auquel les gens finissent par s'habituer. C'est ça qui est terrible, comme l'humanité prend vite le pli. Je pense qu'on peut mieux comprendre aujourd'hui avec ce qu'on est en train de vivre, ce qui s'est passé dans les moments les plus sombres de notre histoire. Sous les occupations, dirais-je, parce que ça n'a pas commencé avec les nazis, ça a commencé avec les Romains, ça a continué avec les Anglais pendant la guerre de 100 ans. Je veux dire, à chaque fois, c'est vrai que la France a dans son ADN quelque chose d'assez particulier. Ça se passe pas vraiment comme ça dans les autres pays. Le taux de délation qu'on a est vraiment particulièrement français. Donc, faut être prudent quand on emploie ces métaphores, parce que derrière, il y a tout un appareil qui est prêt à s'organiser et au service de quoi et dans quel intérêt et dans quel objectif, c'est toute la question. Alors, il y a le fait qu'on ait parlé de guerre, et votre héros critique aussi, à peu près au même moment, entre les lignes, le climat de peur qui a été instauré dès le début. Au même moment, il parle des citoyens armés de zapettes qui comptent les morts en direct, etc. Est-ce que aussi, justement, ce climat de peur qui a été installé par télévision interposée est aussi responsable, en quelque sorte, de ce qui a suivi derrière, notamment toutes les privations de liberté dont vous parlez, qui ont été imposées sans vraiment recevoir beaucoup de résistance? Oui, parce que ça passe aussi par l'infantilisation, la culpabilisation, c'est-à-dire vous êtes un danger pour les autres et les autres sont un danger pour vous-même. Et puis attention, soyez sages, sinon on va durcir les répressions et le système de verbalisation complètement hystérique. Donc évidemment, mon narrateur qui, lui, n'a rien à perdre, ça le rend beaucoup plus lucide et critique par rapport à tout ça. Il a la liberté paradoxale de celui qui n'a rien à perdre et qui lui permet de se sentir une sorte de garant de cette liberté-là. Alors, l'élément déclencheur qui déclenche vraiment l'histoire, c'est la rencontre dont vous avez parlé, un peu violente, de votre héros avec une Audrey, qui est donc son amour de jeunesse perdu de vue depuis des années. C'est-à-dire, la voiture de renvers, c'est quand il se réveille, il est à l'intérieur de cette voiture. D'abord, il croit qu'il est dans une ambulance ou du SAMU social, qu'il se calmote vers un camp, vers une espèce de foyer ou on ne sait quoi. Donc, il ne veut surtout pas. Et puis, quand il finit par voir qui conduit, et là, il croit reconnaître celle qui a été le premier amour de sa vie 22 ans plus tôt. Et oui, apparemment, c'est elle. Ça veut dire qu'elle l'a... Alors qu'il n'avait plus aucune nouvelle depuis qu'il s'était perdu de vue quand il avait 17 ans. Et ça veut dire qu'elle a retrouvé sa trace, qu'elle l'a suivi, qu'elle sait qu'il est dans la rue. Et là, en fait, elle dit qu'elle le ramène là où ils se sont connus, dans cette propriété dont les parents de Lucas étaient les gardiens. Et elle, c'était la fille de la boulangerie qui venait faire le ménage dans cette propriété. Il y a eu quelques mois de passion juvénile et danse et démesurée, et puis un drame qui a tout arrêté. Et là, elle le ramène dans ce lieu, le lieu de leur rencontre, le lieu de leur bonheur, pour se confiner avec lui. Et elle l'amène dans un endroit complètement déserté, en ruine, qu'ils vont réinventer l'un comme l'autre, restaurer, et en même temps, c'est lui pour le restaurer, pour le réactiver, et en fait, cette femme va lui demander l'impossible, c'est-à-dire, et la question va être, est-ce que l'avenir de l'humanité n'est pas entre les mains d'un sans-abri, grâce à quelque chose qui se trouve dans ce lieu, la grande bibliothèque du propriétaire défunt, un livre. Toujours, la solution est dans les livres. Cet homme était un biologiste qui avait peut-être le moyen d'enrayer la pandémie. Bon, je pense qu'il faut plus en dire, faut plus rien dire maintenant. Et si ce n'est que je crois profondément qu'on parle de reconstruction, mais pour aider quelqu'un à se reconstruire, il faut lui demander quelque chose. Il faut en fait le faire juste pour soi-même, ou alors il faut une dose d'ego très forte, mais en fait vouloir correspondre à une image valorisante que quelqu'un que vous aimez vous renvoie, ça c'est un très très bon déclencheur.
Demander l'impossible à quelqu'un qu'on aime, c'est peut-être le plus beau cadeau qu'on peut lui faire. Alors, cette personne qui se confine avec votre héros, on parlait tout à l'heure des reproches qui sont adressés justement par le narrateur à la société. La femme, elle est un petit peu comme lui et elle y va même parfois encore plus franchement. Alors, je recite un extrait du livre. C'est un vrai fourre-tout, mon scénario, le point de rencontre de toutes les calamités que vous infligez à la Terre, incluant le massacre des animaux, les manipulations virales au sein des laboratoires, la course aux vaccinations lucratives, l'activation de la 5G aussi dangereuse qu'une pandémie, la stratégie des banques centrales pour s'emparer des entreprises paralysées par le confinement et le contrôle mental des populations que permet l'état d'urgence sanitaire. Là, en quelques lignes, vous touchez un petit peu, à peu près tous les boutons rouges qu'on n'a pas le droit de toucher. Oui, c'est le but de la littérature, ça. Sinon, à quoi on sert? Et d'être toujours un contrepoint. Pour le réactiver, elle lui sort quelque chose qui lui paraît complètement énorme. Elle lui dit cette pandémie, j'en suis la responsable, c'est moi. Et elle lui raconte un scénario justement destiné non pas à servir l'humanité, mais à faire réagir. Peut-être faut-il que la planète ferme pour que les cœurs s'ouvrent. Peut-être faut-il prendre conscience du danger dans lequel se trouve l'humanité à force de massacrer la terre, la vie animale, la végétale, et l'atmosphère et tout. Peut-être que ce virus est une sorte de cadeau bien qu'empoisonné, destiné à nous faire changer notre positionnement, alors, lui, il la prend pour une dingue quand elle dit tout ça, et puis on n'en dit pas plus. On verrait dans le livre ce qui est la part de vérité ou non. Mais oui, quand on raconte toute l'histoire de l'apparition de ce virus, c'est un scénario. C'est un scénario où il y a tout et n'importe quoi, des coïncidences absolument démentes. Ça autorise toutes les hypothèses complotistes les plus dingues et celles qui semblaient plus ou moins fondées. On ne peut pas faire l'économie d'une réflexion et des objectifs qui sont derrière tout ce bouleversement mondial. Sinon, c'est accepter de tout croire les yeux fermés et le masque sur le nez et un bandeau sur les yeux, quoi. Et on sent bien que c'est un peu plus qu'un roman, justement, que c'est censé nous faire un petit peu réfléchir sur tous ces éléments-là. Est-ce que vous n'avez pas peur d'être justement accusé pas d'être forcément vous-même complotiste, mais en tout cas d'alimenter justement les complotistes? D'abord, j'ai peur de rien. C'est une infirmité de naissance. Je connais pas la peur. Et donc, ce qui me donne une liberté très jubilatoire. Et cette liberté, elle est juste amenée à réfléchir. Je n'avance pas de thèse. Je milite simplement pour l'intelligence, la circulation de l'information et contre la censure qui, mollement, insidieusement, envahit notre paysage jusqu'à paraître quelque chose de naturel. Quand l'information devient de la propagande, lorsque le journalisme d'investigation devient synonyme de complotisme, il y a vraiment de quoi s'inquiéter sur l'état des mentalités. Parce que c'est faire le lit du complotisme, ça. C'est comme vouloir... les gens, par exemple, qui ont traité comme des fous les gens qui ont vu des apparitions mariales, qui ont vu des ovnis, qui ont vu... ça permet qu'ils soient recueillis par des sectes, ou alors là, c'est très dangereux. Il faut toujours se méfier de l'exclusion, quelle qu'elle soit. La tentation de l'exclusion, du rejet de quelqu'un, du mépris, tout ça, là, évidemment, ça nourrit des forces toxiques, destructrices, et il faut se méfier de ça. Alors, il y a un autre sujet auquel vous consacrez un passage important dans le livre, qui est la chloroquine, et la manière dont ce médicament a été traité par nos autorités politiques et sanitaires depuis le début de la pandémie. Est-ce qu'il y a quelque chose, selon vous, qui cloche en France par rapport à la chloroquine, et par extension par rapport au professeur Raoult?
Ah bah, ce qui cloche, c'est que la chloroquine, en l'occurrence le Plaquenil, est un vieux médicament utilisé depuis 70 ans dans le domaine public. Le Plaquenil, ça vaut 9 euros et ça n'intéresse personne. Il fallait absolument laisser la place à des médicaments nouvellement créés, comme le Remdesivir, avec à 3 700 euros le traitement, les milliards d'investissements et de profits que cela a généré, pour en arriver à un remède jugé aujourd'hui par l'OMS elle-même inefficace et dangereux. Alors qu'on sait qu'au premier stade de la Covid, l'hydroxychloroquine associée à l'azithromycine fait baisser la charge virale, empêche la surinfection et empêche la saturation des hôpitaux. C'est une réalité. Et là, tout à coup, voilà que le gouvernement décide de la réserver au stade final. Les médecins de ville ne peuvent plus la prescrire au tout début, là où elle est utile, et la préconise au moment où elle ne sert plus à rien, c'est-à-dire quand il n'y a plus de virus en état de détresse respiratoire, de manière à prouver que finalement ce médicament ne servait à rien. Donc ça c'est un complot contre la santé des gens. Et on a quand même fabriqué une fausse étude dans le Lancet, payée par les laboratoires, une étude prétendant que la chloroquine était inefficace et dangereuse. L'étude, quand il s'est avéré qu'elle était totalement bidon, qu'elle a été payée des millions d'euros, le directeur de la grande revue qui est de Lancet a retiré cette étude en présentant ses excuses, en disant qu'elle était frauduleuse. Donc voilà, donc tout ça n'est pas du hasard. Mais ce qui est terrible, c'est qu'au stade où on a, je dirais pas interdit, parce que le médecin est toujours libre de prescrire, hein, c'est l'article 39, je crois, ou l'article 8 du Code de déontologie médicale. Simplement, c'est hors autorisation du marché, mais il peut toujours le prescrire. Simplement, beaucoup de médecins ont eu peur de toutes ces rumeurs, sur la chloroquine, il y a un danger pour des pathologies, par rapport à des pathologies cardiaques, qui est connu depuis 70 ans. C'est les milliards de personnes qui ont utilisé ce médicament, évidemment, on a su à travers elle le bien que ça faisait et les quelques effets secondaires. Donc tout ça est parfaitement maîtrisé, à la différence d'un nouveau médicament comme le Remdesivir, dont on a découvert qu'il est très dangereux au niveau de l'insuffisance rénale et qu'en plus il ne sert à rien. Et vous parlez de tous ces sujets avec beaucoup de liberté. Est-ce que vous avez, comment vous avez assisté au traitement médiatique de la sortie du documentaire Hold Up qui traitait de la même manière de tous ces sujets? Disons que factuellement, il traite comme ça certains aspects, y compris les conflits d'intérêts réels, éprouvés, au niveau du conseil scientifique, au niveau de certains intervenants médicaux ou paramédicaux sur les chaînes de télé. Ce qui était flagrant, c'est la censure, le rejet et la censure immédiat. Il y a des choses qui sont sujettes à caution. Il y a quelques maladresses, quelques raccourcis, mais factuellement, rien qui, à mon sens, ne nécessite une telle levée de bouclier. Et au contraire, il faut s'inquiéter sociologiquement sur cette réaction-là. Dire, le libre débat, la libre circulation des informations qui permet la contestation, le désaccord, c'est quand même une des clés non seulement de notre démocratie, mais de notre vie intellectuelle et culturelle. Et là, on entre dans un débat religieux avec l'anathème, avec l'hérésie. C'est très étonnant de voir comment ça s'est vite mis en place. Jusqu'à se dire c'est pour protéger les gens qu'on le censure de la dangerosité de ce film. Vous vous rendez compte quand même du niveau d'argument auquel on arrive depuis la censure nazie. Chez nous, on n'a pas eu ce genre d'exemple. Vous avez écrit il y a une dizaine d'années une série de romans de science-fiction qui s'appelait Thomas Dream.
dans laquelle vous décriviez comment un pouvoir planétaire utilisait justement une pandémie dans une société qui était devenue totalement hygiéniste. Est-ce que vous avez l'impression d'être un peu rattrapé par la réalité en ce moment? Bon, oui, non, disons que je l'ai peut-être un peu anticipé. C'est vrai que pendant le premier confinement, au moment où il y a une grosse activité de lecture et de commentaires de lecture et de lecture à voix haute, dans les vidéos, sur les réseaux sociaux et tout, et beaucoup de gens ont lu le tome 2 de Thomas Dream, la guerre des arts, commence le 13, où je raconte justement l'organisation d'une pandémie spectacle avec une dictature sanitaire qui se met en place, une obligation on n'en est pas encore là, mais une obligation de regarder en continu les informations, sinon la puce que dans mon roman, les gens portent tous déjà pour des raisons de sécurité, bien sûr, c'est pour leur bien toujours. Et donc voilà, il y a tant d'heures obligatoires devant les informations, de manière à recevoir tout le contenu anxiogène et la prise de conscience infantilisante et tout. Donc oui, quand j'en relis certains passages, ou quand les gens d'abord ont cru que je venais de l'écrire. Non, il y a 10 ans que je l'avais écrit. Mais je pense que les romanciers, bon, je suis loin d'être le premier ni le plus spectaculaire dans ce genre d'anticipation. Il n'y a qu'à lire à Aldous Huxley, Wells et tant d'autres pour découvrir combien un auteur, à partir d'éléments déjà existants dans les mentalités, dans les structures en place et des objectifs potentiellement exploitables à différents niveaux, économiques, politiques, sanitaires, comment on anticipe une situation. Après, ce que je faisais déjà dans ce livre, c'est que j'analysais l'impact humain sur la population et les systèmes de collaboration ou de résistance ou d'endormissement par principe de précaution qui se mettent en œuvre. Pour en revenir un petit peu à notre réalité, on n'est pas encore dans Thomas Dream, mais on vit quand même une période assez inédite au cours de laquelle certains commerces et certaines activités ont été déclarés de manière arbitraire, considérés comme non essentiels. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette classification de nos besoins en essentiels et non essentiels et toutes les interdictions qui en résultent? Évidemment, par la crise terrible qui frappe tous les petits commerces, a des répercussions épouvantables sur les gens. De par ma nature et ma fonction, la cause des librairies m'a touché particulièrement. Vous vous rendez compte, un pays qui décrète ses librairies activités non essentielles, à la différence des chocolatiers et des cavistes. J'adore le vin et le chocolat. Mais j'ai eu l'impression à un moment donné que si je protestais en disant pourquoi ils restent ouverts, on les fermerait plutôt que de rouvrir les librairies. C'est comme ça que le gouvernement a réagi quand les libraires ont dit mais enfin vous nous empêchez de vendre nos livres et les grandes surfaces et les Fnac, eux ils peuvent. Ah oui, oh pardon, excusez-nous, donc on ferme, on bâche les rayons libres des grandes surfaces, on met du ruban plastique façon scène de crime et on arrive à des situations à laquelle j'ai assisté en faisant mes courses. Un petit garçon à Carrefour Market qui s'approche spontanément pour toucher un livre et sa mère qui le retire au dernier moment. Touche pas, c'est interdit. Vous vous rendez compte le signal qu'on envoie à nos mômes avec déjà tout le problème d'illettrisme, enfin bon, ça m'a consterné au point que je ne suis pas resté silencieux et je suis beaucoup intervenu là-dessus jusqu'à soutenir une libraire dissidente. Il se trouve que j'étais le parrain de la librairie autour d'un livre à Cannes depuis sa création, que la libraire, si elle fermait, elle savait qu'elle ne pourrait pas rouvrir, donc elle a continué avec le soutien du maire de Cannes, David Lisnard. Elle a fait ce que David Lisnard appelle une transgression légitime. Et c'est beau, un maire qui brave un interdit comme ça en allant acheter physiquement et en public des livres, évidemment en respectant les distances sanitaires et tout, mais prouvant que non, surtout en période de crise et anxiogène, de perte de repères, le livre est une nourriture indispensable, que ce soit pour l'évasion qu'il procure,
pour la réflexion qu'il suscite, pour toutes ces raisons-là. Et puis, nous sommes le pays d'Hugo, de Voltaire, et la manière dont le reste de l'Europe, qui avait gardé ses librairies ouvertes, nous regardait, était hallucinante. Mon soutien aux librairies fait que j'ai été interviewé par tous les pays d'Europe, et notamment la BBC et la chaîne allemande ZDF m'ont dit qu'est-ce qui vous arrive en France, vous êtes devenu, c'est la planète Mars, quoi. Et je défendais comme je pouvais le gouvernement en disant non, mais ils vont revenir là-dessus, c'est une erreur de technocrate, quelqu'un qui s'est trompé dans les cases, en cochant quoi, les commerces essentiels ou non essentiels. Voilà, je prenais la défense des autorités de mon pays, mais ça a été vraiment reçu très très mal, et on passait vraiment pour des suicidaires auprès des autres pays. Alors, justement, la particularité de ce que vous avez fait avec cette librairie de Cannes, et de ce que d'ailleurs le maire de Cannes a fait lui-même, c'est que par rapport à d'autres intellectuels, écrivains ou même politiques qui ont critiqué toutes ces mesures, souvent ça s'arrête à la frontière justement de la désobéissance civile ou civique. Et vous avez franchi cette frontière, et vous parlez beaucoup depuis tout à l'heure de la période de la Deuxième Guerre mondiale, etc. Vous faites des parallèles. Est-ce qu'il existe, selon vous, des situations qui exigent la désobéissance, ou pour le dire autrement, à partir de quand peut-on ou doit-on désobéir à des lois, à des ordres? Alors d'abord, je ne fais pas de parallèle. Je veux dire, le danger, ce serait de revenir aux mentalités qui existaient sous l'occupation, alors qu'on n'est pas envahi, on est en état de paix. On est juste menacé par un virus comme il y en a eu d'autres et qu'il y en aura toujours. Parce que le virus nous constitue comme des bactéries, quand même, il y en a plus de bactéries que de cellules. Donc arrêtons avec cet ennemi de l'extérieur qui viendrait de manière complètement spectaculaire et novatrice. Vous savez, j'ai une cheminée, je garde beaucoup de journaux pour faire partir le feu, et je suis tombé comme ça sur les journaux de l'an dernier. Et de l'année d'avant. Exactement la même situation de saturation des hôpitaux que ce qu'on dit aujourd'hui. Mais vraiment, les articles... petit détail, notre époque oublie à une vitesse hallucinante. Et c'est pas le coronavirus qui a posé des problèmes aux hôpitaux, c'est depuis 30 ans l'hôpital public dont on veut faire quelque chose de rentable, de générer des bénéfices. Du moment où on a remplacé les directeurs d'hôpitaux qui étaient des médecins par des administratifs, voilà, on a vu donc c'est cette situation-là qu'on paye. Mais il est important qu'on soit conscient des vrais dangers pour notre société, des vrais dangers pour notre santé, notamment notre santé morale, psychologique, mentale. Aujourd'hui, et ça je le sais par des amis, les vrais problèmes sont moins en réanimation, où ça se stabilise, que dans les urgences psychiatriques. Le nombre de suicides est hallucinant. Les perturbations dues on était déjà les champions du monde de la vente des antidépresseurs, et là les perturbations liées à l'abus d'antidépresseurs créent des ravages, sans parler de toutes les grosses pathologies, tous les cancers et tout, dont le traitement a été déprogrammé, ou les gens qui n'ont plus osé aller à l'hôpital. Donc là, il y a vraiment il faudrait être vigilant pour l'état des gens. Et alors, mais pour en revenir à la question, si à partir du moment où les lois ou les ordres sont manifestement injustes ou disproportionnés, est-ce qu'il y a un moment donné où on peut désobéir à une loi ou... Ça, c'est la conscience de chacun qui doit dicter. Voilà pourquoi les gens sont rentrés en résistance en suivant De Gaulle plutôt que d'obéir à Pétain. Voilà, je dis pas qu'on en est là aujourd'hui, mais devant une situation aussi absurde que de voir des descentes de police dans les librairies où les libraires et les lecteurs sont molestés, sont fouillés, sont menacés d'amende et de garde à vue. C'est hallucinant, quoi. On est où, là?
Donc simplement, des situations génèrent des choses très dangereuses, et pendant ce temps, les dealers, les islamistes travaillent en toute sécurité. C'est plus simple de faire une descente de police dans une librairie. Donc, bon, tout ça va rentrer dans l'ordre, et rentrer dans l'ordre, je l'espère, avec la réouverture annoncée des petits commerces, dont les librairies. Mais il sera bon de vérifier que s'il y a un nouveau confinement, les librairies seront bien activité essentielle. C'est un symbole vraiment très très fort, et c'est plus qu'un symbole, c'est un lien social avec les libraires. Ça, j'ai vécu ça sur le terrain, des gens complètement isolés à qui les libraires viennent livrer le livre. C'est autre chose que de livrer une pizza. C'est créer un lien, c'est discuter d'un coup de cœur, s'évader dans l'imaginaire, dans la vraie réalité qui n'est pas celle des faits que nous subissons aujourd'hui. La vraie réalité, c'est celle que nous créons, comme nous le dit la physique quantique, c'est-à-dire toujours alimenter la réalité du monde que nous voulons. Sinon, si on baisse les armes, si on laisse faire, on perd tout ce qui donne un sens à nos vies, à nos valeurs, à notre dignité, et c'est dommage. C'est un peu ce que vous avez essayé de faire. Alors, je vous pose une dernière question. Il y a une phrase du livre que vous avez citée tout à l'heure. « Il fallait que la planète ferme pour que les cœurs s'ouvrent ». Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui, avec le recul que nous avons depuis le 17 mars, que la fermeture de la planète a permis à nos cœurs de s'ouvrir? À certains, oui. On a vu le meilleur comme le pire. On a vu la délation, on a vu des actes de violence terribles qui sont la conséquence du confinement. Enfermer les gens, dire c'est huis clos de Sartre. Vous mettez des gens comme ça tout le temps ensemble, dans les familles, les violences faites aux femmes, aux enfants. On en mesure aujourd'hui l'ampleur. On commence à voir vraiment les vrais chiffres. C'est une catastrophe. Et puis il y a eu le meilleur. Il y a eu le dévouement, toutes ces infirmières en retraite qui spontanément sont revenues offrir leur service, ces solidarités entre voisins, ces échanges d'une fenêtre à l'autre dans les rues, même des échanges musicaux. Et il y a eu, en tout cas dans le premier confinement, une prise de conscience de ce à quoi nous tenons vraiment, c'est-à-dire ce lien social, cet échange humain, artistique, cette joie de faire plaisir à l'autre et de lui venir en aide. Donc oui, et puis redécouvrir des canards qui viennent dans le centre-ville de Paris, redécouvrir comment la nature vit sans les hommes, comme elle l'a fait durant des centaines de millions d'années. Prendre conscience que la Terre a très bien vécu sans l'homme et qu'elle se passera très bien, tandis que nous ne pouvons pas vivre sans les arbres qui nous donnent notre oxygène, nous ne pouvons pas vivre sans les abeilles qui pollinisent 80% des fruits et légumes et permettent la chaîne alimentaire qui nous donne à manger. Et nous détruisons tout ça. Donc il y a je pense, une prise de conscience et une reprise de valeur qui a été réelle. Et je ne voudrais pas que ce reconfinement est venu après, et d'autres éventuels confinements, casse, sous l'effet de l'exaspération et de la répétition sujette à caution dans son utilité, casse l'apport qu'a eu cette épreuve. Une épreuve, c'est bien quand on peut ensuite en tirer les leçons. Mais s'il n'y a pas épreuve sur épreuve, on n'a plus le temps d'en tirer les leçons. On veut juste sortir de l'ornière, et là, l'ornière n'est plus qu'une ornière, et on n'en voit pas les côtés positifs. Merci beaucoup.